Aimes-tu le monde dans lequel tu vis? Est-ce que parfois tu prends le temps de regarder la vie autour de toi, la société à laquelle tu appartiens? Et est-ce qu'il t'arrive de te dire que tu n'es pas fait pour ce monde? Qu'il y a peut-être une meilleure vie plus loin, ailleurs, dans une autre réalité? Ou peut-être que non. Peut-être que tu sais que la mentalité à adopter ne se résume pas à la lamentation, qu'il faut s'adapter à ce monde et non pas attendre l'inverse, que le progrès se fait dans l'acceptation. Dans un cas comme dans l'autre, les personnes derrière Clair-Obscur Expédition 33 se sont posé les questions. Et comme toutes les questions et dilemmes que propose le jeu, il n'y a pas véritablement de bonne réponse. Chacun peut se faire son opinion sur la question, mais évidemment, ces opinions sont fortuites quand on prend en compte les enjeux et aboutissants de l'œuvre. Évidemment, Clair-Obscur n'est pas qu'une histoire, des thèmes et une narration. Avant toute chose, Clair-Obscur est un jeu vidéo, et le studio Sandfall a essayé de faire un jeu complet dans son histoire, oui, mais aussi dans son gameplay. Un gameplay largement mis en estime, au point d'en oublier parfois qu'il n'est pas que ça. Un jeu vidéo, dans son essence même, partage aux joueurs un sentiment de contrôle, de choix, de prise de position. Le joueur est au centre de tout. Le monde, les personnages, les dialogues, tout est créé en ayant en tête le joueur. Et ce dernier a une influence sur ce qui a lieu dans l'œuvre, faisant du jeu vidéo un médium spécial, mais surtout le seul à dépendre de ceux qui le consomment. Le jeu vidéo a pour principale fonction de faire en sorte que le joueur soit influencé par les messages de l'œuvre ou de sa narration, pour qu'il utilise le gameplay de façon à concorder avec ce qu'il a vécu et compris de l'œuvre. Par exemple, si on prend un monde comme Elden Ring, en découvrant ses personnages, ses histoires, son passé, le joueur pourra décider si oui ou non le monde qu'il connaît devrait changer, continuer dans sa lancée ou bien disparaître. Pour Clair-Obscur Expédition 33, le principe est le même. Le jeu nous met face, avec sa narration, à des enjeux qui doivent nous pousser à réfléchir pour savoir quelle finalité est la plus adaptée à un monde d'illusions, mais aussi de réconfort. Si le jeu participe activement à faire comprendre au joueur qu'il a un pouvoir au sein même de l'œuvre, ce n'est pas pour élever un standard déjà trop souvent oublié par les développeurs de jeux vidéo, c'est avant tout parce que Clair-Obscur attend du joueur que ses thèmes et son histoire aillent plus loin qu'une expérience de jeu. Mais surtout que le studio Sandfall voulait un retour à l'art et à la création plus authentique. En 1947, Jean-Paul Sartre disait dans Qu'est-ce que la littérature ? L'écrivain en appelle à la liberté du lecteur pour collaborer à la production de son œuvre. Ainsi, l'œuvre n'existe pleinement que dans la mesure où elle est reprise, assumée, vécue par celui qui la lit. Une œuvre est faite pour être vécue et retravaillée par ceux qui l'ont expérimentée. Il est ici question de littérature, mais on comprend évidemment que c'est la mentalité qu'avaient les développeurs au moment de la création du jeu. Et c'est une vision encore bien trop sous-travaillée dans le monde du jeu vidéo. Et pour cause, selon cet article de Génération NT, une grosse partie des joueurs n'achètent qu'un ou deux jeux par an. Sachant ça, les développeurs ont tout intérêt à proposer un gameplay simple, mais addictif. Sans pas tendre du joueur qui ne s'intéresse trop au thème ou à l'histoire, simplement parce qu'ils savent que le joueur n'est pas là pour ça. Clair-Obscur, même s'il est loin d'être le premier à proposer une narration tout aussi importante que le gameplay, si ce n'est plus, il est cependant l'un des rares à le faire avec autant de risques. C'est le premier jeu du studio et il vient contrecarrer l'idée des grosses productions qui prennent peu de risques dans leur création pour être sûr d'avoir une stabilité financière. Sandfall, avec Clair-Obscur, le savait, soit il réussissait et le studio était propulsé sur le devant de la scène, soit ce serait la fin du studio. Et à l'image de l'Expédition 33, ils sont partis en voulant changer les choses, mais aussi en sachant pertinemment que les risques qu'ils prenaient ne seraient pas forcément récompensés. Pour la suite, on est déjà au courant, le jeu a très bien fonctionné et il a raflé tous les titres Game Awards. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que le jeu a su raconter qui a autant marqué les esprits ? Sans compter sur la musique, le gameplay ou encore la direction artistique, comme dit plus tôt, le jeu a une véritable plus-value narrative. Et c'est cette narration qu'on va expliquer. En quoi les thèmes du jeu ont su toucher le public là où il fallait. Et en quoi, malgré son statut d'œuvre et de fiction, Clair-Obscur Expédition 33 est ancré dans le réel. L'actualité nous le montre tous les jours, mais notre société est divisée. Nous vivons dans un monde où chacun a un avis sur à peu près tout.
Plus encore, tout le monde se doit d'avoir un avis. Pour cause, en cas d'instabilité politique, sociale ou encore économique, ceux qui perdent le plus sont ceux qui ne se sont pas battus, ceux qui ont préféré ne pas prendre position, ceux qui ont laissé les autres se battre à leur place. Mais faire un choix, prendre une décision, aux yeux des autres, c'est ne pas comprendre l'opinion opposée. Car défendre une cause, une idée, une personne, c'est faire le choix de ne pas défendre les autres. C'est qu'on estime que les choses qu'on défend ont une valeur supérieure à celles qu'on ne défend pas. Alors oui, dans la réalité, on peut défendre des valeurs qui ne s'opposent pas. Mais dans un monde où défendre une opinion revient à en rejeter une autre, on ne peut pas se permettre d'agir sans appréhension. Et bien évidemment, tout ce que je dis là s'applique à Clair-Obscur. Le jeu nous met en exergue les prises de position et le fardeau qu'elles peuvent nous faire porter. En particulier ces deux fins. À ce moment-là, quand on choisit entre Verso et Maël, le jeu fait bien attention à nous faire comprendre que notre choix, peu importe celui qu'on choisit, aura forcément des répercussions importantes. Si on choisit la fin de Maël, le jeu nous montre qu'on perpétue un quotidien basé sur le malheur d'une personne. Et c'est un schéma assez récurrent dans la fiction. Est-ce que pour le bonheur de toute l'humanité, on serait prêt à faire souffrir indéfiniment une seule personne? Si on répond de façon pragmatique, on pourrait dire que oui, une humanité en paix contre le malheur d'une personne n'est pas cher payée. Mais qu'en est-il si la personne qui devait souffrir était un proche à nous? Un bon exemple ici serait Chainsaw Man. Dans la première partie du manga, Denji se fait mener en bateau. On le fait s'attacher à des gens pour les tuer, on lui donne une famille, on les tue, on lui donne un rythme de vie agréable, on lui retire. Tout ça pour lui retirer son libre arbitre et pour le rendre le plus malheureux possible. Pourtant, celle qui fait ça, Makima, a un but soi-disant noble. Ce qu'elle veut, c'est bâtir une humanité sans guerre ni douleur, et que pour ça, il faut simplement que Denji souffre. Le problème ici, c'est qu'on a suivi Denji, et donc en tant que spectateur de la scène, nous, on est contre cette souffrance. C'est pour ça que la fin de Maël met autant en phase la douleur de Verso suite à son choix. Tout le monde est heureux, oui, mais est-ce que pour nous, en tant que spectateurs, savoir un monde heureux au prix du bonheur d'un personnage comme Verso, dont on a pris le temps d'apprécier la personne à travers des dizaines d'heures de jeu, est-ce que c'est ce dont on a envie? Est-ce qu'on est prêt à faire l'emphase sur la moralité pour quelqu'un qu'on a pris le temps d'apprécier? Contrairement à ce que certains disent, le jeu n'essaye pas de nous dire que la fin de Maël est la mauvaise. Elle est sûrement celle des deux qui fait le plus interroger le joueur sur le prix de sa moralité. À côté de ça, la fin de Verso n'est pas exempte de défauts. On sacrifie littéralement un monde, dont la valeur, malgré qu'il n'est qu'une création, n'est plus approuvée, pour une famille déjà détruite, et dont la fin nous montre bien qu'elle est loin d'être réparée. C'est pas forcément la bonne solution non plus. La fin de Verso ne montre pas les conséquences, car c'est une décision difficile qu'il a fallu prendre. Alors que celle de Maël nous montre les conséquences, car c'est le choix d'une moralité plus impartiale. En dehors des conséquences de nos choix, Clair-Obscur nous montre l'importance des prises de position. Qu'un choix important ne viendra jamais sans remords, sans doute et sans sacrifice. Que même si on prétend faire un choix pour les autres, au fond, on aura toujours une part de subjectivité qui nous forcera à prendre le choix qui nous arrange le plus. Si Maël avait pensé aux autres avant elle, elle aurait choisi de quitter le tableau. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher de vouloir rester dans un monde où elle peut avoir tout ce qu'elle veut, tandis que si elle sort, elle retrouvera une vie morose, douloureuse, où elle est incapable de parler, et où elle a le visage brûlé? Non, on peut pas lui en vouloir. Tout comme à Verso, il a conscience qu'il est né des souvenirs d'un fils mort et qu'après avoir vécu une éternité dans la peau de quelqu'un qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a jamais pu être autre chose que la copie d'une personne qu'il ne connaît pas réellement, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir envie de mettre un terme à tout ça. Les choix d'une personne ne se résument pas à des actions, mais à des choses que personne d'autre qu'elle ne peut savoir. Ça peut arriver lors d'échanges d'idées divergentes de ressentir une forme de tristesse. On peut se sentir vexé. Et c'est normal. L'idée qu'on défend, avant de se dire qu'elle est objectivement meilleure que l'autre, on sait au fond que notre vécu, notre passé et nos expériences nous ont amenés en premier à prendre à cœur ce qu'on défend. Et que ces choses personnelles, elles ne sont pas intéressantes aux yeux de la société. Ça n'a pas de réelle plus-value pour l'échange. On peut prendre une décision en proclamant le bien commun alors qu'en réalité on le fait pour nous. Ou à l'inverse, on peut prendre une décision qui va à l'encontre de la morale pour l'unique raison qu'avec ce qu'on a vécu, on décide que ça doit cesser. Depuis le début, le jeu nous montre un point de vue. Il nous y a habitués. Celui des habitants de Lumière. Mais ce point de vue est biaisé. Et s'il l'est, c'est parce qu'il n'a jamais été remis en question. Pendant les 3/4 de l'histoire, on nous évoque le danger que représente la peintresse. Et d'un coup, à la fin de l'acte 2, on vient briser la justification de notre cause.
Depuis le début, on croit faire ce qui est juste, ce qui est nécessaire. Là, on vient mettre une opposition. On vient nous dire que ce qu'on croit depuis le début est en réalité loin d'être la vérité. Mais surtout, notre opinion est loin d'être ce qui justifie la morale, ce qui est bon. En réalité, notre point de vue n'était qu'une part d'opposition entre préserver le tableau ou le maintenir. C'est l'opposition majeure du jeu. Tout le jeu est censé nous rappeler ce principe d'ailleurs. Le jeu alterne avec des phases colorées et des phases sans couleur, l'opposition entre les expéditions et la peintresse, le point de vue de Renoir opposé à celui d'Aline, même le titre du jeu, clair, obscur. On peut même dire que le principe de base du RPG participe à cette opposition puisque les affrontements et adversaires justifient une dualité et donc une opposition. Le studio Sandfall voulait sans aucun doute nous montrer qu'il n'y a jamais de principes et valeurs qui viennent seuls, et qu'à partir de là, peu importe le choix qu'on fait, on est obligé de choisir de réfuter l'autre. Dans l'univers de Clair-Obscur, il n'y a pas d'entre-deux. Soit tout est blanc, soit tout est noir. Il y aurait pu y avoir un entre-deux de trouvé. Maëlle aurait pu laisser Verso mourir, en échange de quoi elle pouvait garder le tableau. Dans un monde régi par des choix si personnels et si extrêmes, il n'y a pas la place à un entre-deux. Et évidemment, on retrouve ici la métaphore d'une vie politique. Clair-Obscur nous montre des gens divisés, mais aussi meurtris par des événements qu'ils n'ont pas pu contrôler. Depuis, tout le monde agit pour le bien commun en pensant que c'est leur avis qui est le plus sincère et le plus légitime pour les autres. Renoir détruit le monde dans lequel Aline s'est réfugiée, soi-disant pour le bien de sa famille, mais en réalité on comprend qu'il regrette d'avoir été impuissant concernant la mort de Verso, et pense maintenant qu'il doit absolument remplir le rôle de celui sur qui sa famille peut se reposer en toutes circonstances. Ne les laissant pas faire leur deuil à leur manière, il prend donc une décision pour tous, faisant croire qu'elle n'est pas personnelle. Et c'est une critique qu'on retrouve sur nos organismes politiques. Et au-delà de la simple critique de nos politiques et de leur comportement envers les citoyens, on peut retrouver une corrélation entre le principe de banalité du mal d'Hannah Arendt et ce que veut nous souligner Clair-Obscur dans son approche thématique des politiques. Hannah Arendt est partie d'un constat simple mais effrayant. Lors du procès d'Adolf Eichmann en 1961, Hannah Arendt était présente dans l'optique de voir l'un des commandants nazis les plus importants lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle voulait être témoin de la justification que tiendrait l'un des pires génocidaires de l'histoire, et elle fut frappée lorsqu'elle s'attendait à voir un monstre et découvrit en fait un misérable fonctionnaire. Elle se rendit compte qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il faisait, qu'il avait volontairement retiré en lui toute humanité pour ne pas être dérangé par ses actions, qu'il pensait vraiment rendre service à son pays en tuant des millions de personnes. C'est de là qu'est né le principe de banalité du mal. Ceux qui nous imposent des choix en disant nous connaître ne font en réalité que réciter leur texte. S'ils agissent mal sans remords, c'est justement parce qu'ils ont choisi de délier leur humanité à leur travail. Bien agir est loin d'être une priorité. Et si j'en parle, c'est parce que la gestion du tableau dans Clair-Obscur a une corrélation poussée avec cette banalité du mal. Quand la famille Descendre parle du tableau, ils parlent de façon tellement détachée. Pour eux, ce tableau n'est qu'une forme de Verso. Tout au plus, il est un enjeu, car c'est ici qu'Aline s'est enfermée. Mais pour eux, jamais ce tableau ne représente plus que ça. Même s'il y a des familles, des histoires, des gens avec de réelles émotions et sentiments, pour ceux qui dirigent ce monde, rien de tout ça ne les concerne. Vous ne cessez de vous affronter, et pourtant vous recherchez tous la même chose. Non. Aline veut retrouver son fils. Renoir veut qu'Aline et toi rentriez à la maison, et toi, tu veux revoir Gustave. Le cycle qu'il nous fallait briser, ça n'est pas celui du gommage. C'est la souffrance et le deuil de votre famille. Tout notre monde supporte le fardeau du deuil de votre famille. Ne pas avoir conscience du mal qu'on fait, ou tout du moins refuser de le voir, c'est en ça que Clair-Obscur reprend Hannah Arendt. Pour tuer d'innombrables personnes, on ne peut rien faire d'autre que de s'interdire de les voir comme de réelles personnes. Les déshumaniser et faire comme s'ils ne ressentaient rien est la seule chose qui peut nous faire agir ainsi. C'est avec cette idée en tête que le choix de Verso est encore plus difficile, car lui accepte que ce monde est peuplé d'habitants en tout genre, mais il y met quand même un terme. Pire, il est confronté à ceux dont il achève l'existence. Malgré tout, et on le voit dans la fin de Maëlle, il ne peut plus supporter de vivre, si tant est de dire qu'il a vraiment vécu puisqu'il n'a été créé que pour combler un vide. C'est en sachant ça qu'on s'interroge, quand on dirige, est-il seulement possible de ne pas penser à soi ? Si certains pensent à eux en prétextant ne pas le faire mais fermant les yeux sur leurs crimes, certains peuvent avoir la lucidité d'assumer leur égoïsme, mais suite à quelle douleur ? Clair-Obscur nous fait part d'un constat assez pessimiste. Tant qu'on sera divisé, on sera incapable d'être dirigé par des gens élus dans ce contexte. Tout du moins, les choix politiques qui en ressortiront ne seront que les résultats d'un acharnement à garder un statu quo. C'est ce que rejoint la fin de Maëlle qui nous montre un système qui tient en sachant qu'il ne peut pas l'être éternellement et qui fait écho aux fins de la trilogie des Souls.
Dans Dark Souls 1, on a le choix entre perpétuer un système défaillant, mais dont on a la preuve qu'il peut tenir sur le court terme, ou y mettre un terme, en avançant à l'opposé, risquant ainsi un futur meilleur ou pire. Dark Souls 3 prend une décision au-delà, montrant que le choix qu'on a fait dans le premier opus n'a eu aucune répercussion, et que peu importe ce qu'on choisit, aucun système ne peut diriger une société sans qu'elle ne finisse par s'écrouler. Ce sont des visions très négatives de la vie politique. Et on comprend bien que ces jeux nous invitent à être prudents lorsqu'on décide de s'impliquer dedans. Que peu importe jusqu'où on monte, il y aura toujours des gens pour nous rappeler qu'on ne peut pas atteindre le sommet. Car ceux qui y sont ne prendront jamais le temps de nous comprendre, et que même s'ils en étaient capables, ils agiront toujours pour eux. Car ce que nous dit Clair-Obscur, c'est qu'à leur place, on ferait sûrement comme eux. Qu'à l'instar de Maël et Verso, si le choix du monde était entre nos mains, on finirait indubitablement par lui donner la forme qu'on désire vraiment, rendant au passage beaucoup de gens malheureux. Tout simplement car nous ne sommes pas faits pour diriger. On pense à nous et à nos proches avant de penser aux autres, mais on attend des dirigeants qu'ils fassent l'inverse. Verso, arrête! Tu ne peux pas décider ça pour tout le monde! On est tous des hypocrites, et on fait tous subir la même chose aux autres. Clair-Obscur nous rappelle aussi que c'est de la division que naît le chaos. Mais il nous dit en même temps que dans une société avec des vécus différents et des expériences contraires, il est impossible de parfaitement comprendre les autres, et que donc la division et l'opposition sont inévitables. Ce que nous montre le jeu pour l'instant est extrêmement négatif, tout en nous disant que de par notre nature, tout ça est inévitable. Et ça pourrait nous paraître à la limite de l'absurde si le jeu ne nous introduisait pas un élément qui change l'entièreté de sa compréhension et de ses messages, à savoir l'art et la création. Je n'apprends rien à personne si je dis qu'exprimer ses sentiments est quelque chose qui peut paraître assez difficile. S'ouvrir aux autres, se confier sur ce qu'on ressent, revient à se dévoiler. C'est un partage de son intimité. Sauf que souvent, c'est quelque chose de nécessaire. Par défaut, on ressent le besoin d'exprimer nos émotions. Sauf que si on ne le fait pas ou qu'on ne sait pas comment le faire, ça finit par se manifester d'une manière ou d'une autre. Et souvent, en opinion ou en avis. Et ça, selon Anna Freud, c'est ce qui s'appelle l'intellectualisation. C'est-à-dire le fait de compenser le manque d'expression claire de ses émotions, résultant en un besoin d'avoir un avis sur tout, et de ressentir le besoin d'exprimer son avis, comme s'il comptait plus que les autres. Et quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'avec les réseaux ou autres formes de communication en général, on est noyé d'avis et d'opinions sur des sujets qui nous sont parfois éloignés. On se fie même beaucoup à l'avis des autres. Concernant un resto, un film, même une personne, tout a besoin d'être sous l'effet d'une opinion, d'un jugement. Pour cause, aujourd'hui, avoir un avis est devenu une forme d'expression. Plus encore, c'est devenu la forme d'expression la plus courante. Faire un tweet, republier un post, liker une story, c'est donner un avis, c'est donner une opinion, mais parce qu'on est poussé à le faire. Lancer un réseau social, c'est être face à des milliers d'avis et être encouragé à faire la même chose. Proliférant ainsi le principe de culture de l'instant, alors qu'à l'origine, avoir des opinions sur tout et ressentir le besoin de les partager, était, selon Anna Freud, le principe de ceux qui ne savent pas comment exprimer leurs émotions. Et si j'en parle, c'est parce que Clair-Obscur tombe en plein dedans. Clair-Obscur est un jeu vidéo, et donc, par définition, une extension de ceux qui l'ont créé. Ils n'ont pas créé ce jeu avec pour seule optique un gameplay attrayant, c'est avant tout une histoire qui est montrée et développée. C'est donc une expression de ses auteurs. En gros, c'est une œuvre, c'est une forme d'art. D'ailleurs, le jeu nous met un point d'honneur à ce principe d'art. C'est une œuvre qui montre son amour à l'art. Et d'ailleurs, dedans, tout y est référence. Dans un premier lieu, avec la peinture. Avec la peintresse, les tableaux, les pictos, les gestrales en forme de pinceau. Même le titre du jeu, Clair-Obscur, c'est avant tout une technique de peinture qui fait ressortir les couleurs opposées. En dehors de la peinture, on nous parle des écrivains, ou encore de l'importance de la musique. Même une partie du jeu s'inspire de Paris, qui est la capitale de l'art. Le jeu entier nous fait part d'un amour envers l'expression non verbale, la création et l'art en général. Si plutôt je disais que Clair-Obscur était lié au principe d'intellectualisation, ce n'est pas car il la critique, mais l'a subi. Comme évoqué, nous sommes très liés à un environnement qui favorise la consultation d'avis et d'opinions, cherchant à ne pas se faire sa propre expérience. Faisant qu'on partage tous une opinion globalement commune, et Clair-Obscur dans tout ça n'a pas fait défaut. À sa sortie, le jeu a été acclamé comme étant l'un des meilleurs RPG de l'histoire, et évidemment, tout le monde s'est pris d'amour pour le jeu. Puis quand le studio a été soupçonné de discrimination raciste à l'embauche, tout le monde s'est mis à dire que de toute façon, le jeu n'a jamais été si bon que ça.
Et quand il a finalement remporté le titre de meilleur jeu de l'année, l'œuvre redevenait un jeu incroyable et qui faisait rayonner la France à l'international. La surexposition d'une œuvre à travers des avis et opinions va à l'encontre même de la philosophie de travail du studio Soundfall qui ont favorisé un rapport à l'art bien plus personnel, intime et authentique. Ce sont deux manières d'expression totalement opposées, mais qui dépendent l'une de l'autre pour exister. Et c'est un très bon moyen pour moi de montrer comment Clair Obscur traite l'art et l'utilise pour communiquer. Dans un premier temps, Clair Obscur nous met en scène des artistes. Les plus importants sont évidemment Aline et Renoir. Ils sont obsédés par leur vérité, leur façon d'appréhender le deuil, et chacun pense avoir la bonne façon de faire. Et comme on l'a vu plus tôt, cette dualité d'opinion crée une séparation et une division pour ceux qui prennent conscience de ces choix. Sauf qu'ici, Aline et Renoir sont des artistes, et donc par définition, ils expriment et communiquent leurs choix à travers leurs œuvres et leurs créations. Dans le jeu, c'est majoritairement mis en scène par Verso et Maël, qui suivent respectivement le point de vue de Aline et Renoir, pour des raisons personnelles oui, mais leur prise de position rejoint l'un des deux partis. En réalité, le jeu nous montre comment, avec des vécus personnels, les artistes finissent par nous influencer dans nos choix. Que l'artiste a un rôle plus que majeur dans la communication d'idées et de valeurs sans qu'on puisse s'en apercevoir. Quand on lit un livre ou quand on regarde un film qui nous fait adopter une nouvelle personnalité pour 2 jours, c'est parce qu'avec notre vécu, on entre en concordance avec l'œuvre, qui vient ainsi s'imprégner en nous. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir qu'ont les œuvres dans notre vision des choses, alors même que souvent on ne s'en rend pas compte. Le jeu semble d'ailleurs aller plus loin, puisqu'il a l'air de dire que le principe même de création serait lié à un pouvoir d'influence. Le monde entier au sein du tableau est sous l'influence de la famille Descendre. Chaque événement qui se produit dans ce monde, qu'il soit triste ou heureux, est la conséquence d'une influence d'un membre de la famille. Clair Obscur nous fait la démonstration des pouvoirs de création des artistes. Et c'est même pas caché, ils sont montrés comme les plus puissants. Dans cet univers, les artistes ont littéralement le pouvoir de créer des mondes, de créer la vie. Ils sont garants de la vie et la mort dans ces mondes. La peintresse a littéralement une attaque qui déchire la réalité. Ils sont présentés comme tout puissants, ils sont les dieux de ce monde. Si le jeu met autant l'emphase sur le pouvoir des artistes, c'est parce que les développeurs savent le poids et le fardeau que ça peut représenter. Le monde qu'a peint Verso est un monde magnifique, rempli de couleurs, de diversité et de paysages, mais Cléa y a créé les accents et Renoir y instaure la mort pour tous les habitants. L'artiste dans Clair Obscur est capable de tout, du meilleur comme du pire, du plus beau comme du plus horrible. C'est évidemment une exagération de notre monde, mais le rôle des artistes dans nos opinions et prises de position n'est plus approuvé. Et les créateurs du jeu ont véritablement appuyé dessus pour exprimer combien pouvoir être celui ou celle qui a les capacités d'influencer les autres représente une douleur. Et pour l'exprimer, rien de plus logique que de faire une œuvre qui a su à la fois rassembler et diviser, montrant combien la légitimité de ses sentiments à l'égard de la création ont été prouvés. Ça peut paraître un peu mégalo de comparer son statut d'artiste à un pouvoir sans limite qui influence les gens, mais il ne faut pas oublier que Clair Obscur est avant tout une œuvre personnelle d'une vision collective. Et une vision assez développée et prouvée pour faire comprendre que l'art peut aussi être ce qu'il y a de plus beau, mais pas sans conséquence. On retrouve une sorte de caricature de l'artiste talentueux mais torturé. L'exemple le plus connu ici serait celui de Van Gogh qui trouvait que sa maladie lui apportait une sensibilité à la nature qui le resservait pour ses créations. Ici, l'artiste est montré comme celui ayant tous les rôles, celui qui crée, celui qui détruit et celui qui subit. Mais en tant que spectateur d'une œuvre, on aura souvent tendance à oublier l'artiste derrière l'œuvre. Quand on est face à une création et qu'elle nous fait suffisamment d'effet ou qu'on se retrouve touché par ses propos ou sa mise en scène, on en oublie qu'une personne a imaginé tout ça. On peut avoir conscience du nom du créateur derrière l'œuvre, mais dans notre esprit, c'est que secondaire. Dès le moment où un artiste termine son œuvre et la rend accessible à un public, on aura l'œuvre en tête, et peut-être le nom et visage de celui ou celle qui l'a créé. Mais très rarement, on s'attarde sur autre chose de celui-ci. Une œuvre est créée à partir de sentiments, d'émotions, de ressentis personnels. Et s'attarder sur un état d'esprit et la volonté créatrice ou narrative d'un artiste peut parfois être tout aussi important que le propos de l'œuvre. Créer quelque chose avec pour but de le partager, c'est livrer une vision, qu'elle soit authentique ou non, qu'elle soit partagée par d'autres ou non. Elle est surtout personnelle. Alors en tant que spectateur, on doit garder en tête qu'il y a toujours une vision derrière une œuvre. Quand la critique parle de Clair Obscur, on va souvent mentionner le jeu avec ses qualités, le studio Soundfall qui est derrière, ou Guillaume Broche et Tom Guillermin. Mais en apprendre plus sur Clair Obscur, c'est en apprendre plus sur eux, sur leur mentalité, leur vision du monde, leurs sentiments. Et inversement, en apprendre plus sur eux revient à mieux comprendre les éléments du jeu. Et tout ça a une influence capitale pour l'appréciation d'une œuvre. On l'a dit plus tôt, mais les développeurs de Clair Obscur ont été accusés d'être des fachos. Mais quand on s'intéresse un peu aux propos du jeu, on se rend vite compte que la mentalité des développeurs n'est pas du tout en adéquation avec ça. Le jeu prend parti dans le fait que la politique n'est pas une base sur laquelle on peut se reposer si on attend que nos valeurs soient mises en avant.
Et vu la façon dont le jeu nous fait part du prix à payer pour maintenir une image éphémère d'une vie qui se repose sur la conscientisation de l'illusion, qui sont des valeurs assez nationalistes, je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire que les artistes derrière voulaient nous montrer une idée assez conservatrice. On le voit, mais ne pas comprendre un jeu et ses développeurs peut paraître presque dangereux. Mal interpréter une œuvre peut vraisemblablement inciter à la division, voire la haine. Et une fois de plus, mais Verso et Maël tombent en plein dedans. Surtout Maël qui a vraiment conscience que ce tableau est une création du vrai Verso, et que sa famille ont une influence sur ce monde. Mais elle préfère fermer les yeux, elle préfère oublier le contexte de la création de ce monde. Et d'ailleurs, on n'a jamais réellement su pourquoi Verso avait peint ce monde. On sait qu'Aline et Renoir sont des peintres, mais on sait que Verso préférait la musique. Alors pourquoi est-ce qu'il a quand même peint ce tableau ? En réalité, l'œuvre de Verso est à l'image de ce que les développeurs avaient en tête. Verso a créé une œuvre sans qu'on ne sache pourquoi. Peut-être y avait-il une raison, quelque chose qui lui était cher et personnel, sûrement puisqu'il y a laissé une partie de son âme, et pourtant la famille Descendre l'utilise et le modifie comme si elle n'avait jamais été la création de Verso. Ils oublient totalement qu'il y avait à la base un artiste derrière ce monde, et qu'il l'a fait comme lui voulait qu'il soit. Mais eux ne la voient que comme un moyen. Pour Aline, c'est un moyen de faire son deuil. Pour Renoir, c'est là qu'il doit chercher sa femme, et pour Alicia, c'est ici qu'elle veut faire sa vie, car c'est ici qu'elle se sent bien. Chacun utilise l'œuvre de Verso à ses propres fins, dénaturant la vision qu'il avait initialement mise au sein de son art. Pour le coup, c'est véritablement une mise en garde. Une œuvre n'est complète que dans la tête de son auteur. Aimer fondamentalement une œuvre peut nous faire oublier qu'elle n'est qu'une création, peu importe sa valeur. Clair-Obscur nous dit que s'attacher à des personnages, à leur personnalité, leur histoire, peut nous en faire oublier l'essentiel. Une œuvre est indissociable de son artiste, que pour créer, il faut vivre et expérimenter, que chaque vie est unique, et qu'un artiste ne crée que parce qu'il a vécu. Et parfois, c'est justement cette vie et ces expériences qui font qu'on a besoin de s'exprimer, et que pour les artistes, créer est une solution évidente. Parfois, créer peut aider à mieux comprendre ce qu'on ressent. Parfois, ça aide juste à évacuer, à crier au monde des émotions qui nous animent, et parfois, d'une façon dont on ne s'imagine pas toujours les conséquences, on se réfugie dans une création, qu'elle soit la nôtre ou non. Aline et Maël se réfugient justement dans une création. C'est dans une autre création qu'elles se sentent le mieux. Pas besoin de s'interroger sur la réelle nécessité de vivre dans ce monde d'illusions. D'ailleurs, ce que le jeu nous montre très bien, c'est la façon dont s'immerger dans une illusion peut parfois être une nécessité temporaire face à des émotions trop grandes et trop fortes. Je trouve que l'un des problèmes avec la dernière partie de Persona 5 Royal, c'est que ce monde parfait d'illusions n'est que très peu nuancé. Tous les personnages ont maintenant une vie sans trauma et sans injustice. Et sans aucune remise en question, le jeu nous dit que c'est évidemment mal, qu'il faut accepter la réalité même si elle est douloureuse. C'est pas faux, évidemment que sur le long terme, accepter est bien plus sain que tenir sur une vie d'illusion. Mais la réalité, c'est que se réconforter dans une création ou une illusion est une étape obligatoire pour passer à autre chose. Et Clair-Obscur le montre d'une façon beaucoup plus nuancée que Persona 5 Royal. Là, on sait que la vie à mener est parfois trop dure, c'est à la fois montré comme une nécessité, mais aussi comme une fatalité, en fonction de si on choisit ou non de quitter l'illusion. Les artistes ont donc également ce rôle, celui de nous faire plonger, à travers leurs œuvres, dans un monde où nous n'avons pas à penser constamment à ce qui nous attend. Sauf que comme certains ont cette façon de créer de par leurs émotions des œuvres qui peuvent servir de refuge pour certains, il y en a d'autres où la destruction est leur façon d'expier leurs fautes. Ce n'est pas dit, mais on comprend assez facilement que si Renoir tue les habitants du tableau, ce n'est pas que pour sauver Aline, mais aussi pour extérioriser ses émotions. Ils sont d'ailleurs représentés comme ça, comme des opposés. Ta mère peint la vie, et ton père, la mort. Dans Clair-Obscur, les peintres sont donc omnipotents. Ils ont la capacité de faire ce qu'ils veulent de leur tableau, de donner la vie, de la reprendre, de modifier le monde et ses lois. Et c'est avec ces pouvoirs que le jeu nous propose une alternative à tous ces problèmes d'opposition. Dans un monde où la prise de position est devenue un risque ou un refus de la demi-mesure, l'artiste nous montre un troisième choix, celui de créer. Qu'au lieu de prendre position pour un parti, que de défendre des valeurs qui ne seront que personnelles, car elles sont en adéquation avec notre vie et notre vécu, au lieu de souffrir d'une vie qui nous fait du mal, qu'au lieu d'intellectualiser nos émotions, on peut apprendre à créer. Créer n'est pas une solution universelle. On l'a vu, cela vient avec une flambée de conséquences qu'on ne peut pas ignorer. Mais la création est avant tout un acte personnel, un acte qu'on fait pour soi. Même si le but peut être de communiquer, c'est avant tout ce qui fait de nous ce que nous sommes dont il est important de donner forme. Clair-Obscur Expédition 33 nous dit qu'avec cet effort d'expression, qu'avec cette volonté créative, on peut s'échapper d'un rythme de vie compliqué, oui, même s'il faut garder en tête de ne pas se défaire de la réalité. Mais surtout, que créer est sans aucun doute la plus belle chose qui soit. Que ce soit une véritable œuvre d'art, une simple histoire ou quelques traits sur un bout de papier, la création n'a de limite que celle qu'on lui donne. Et qu'en plus de nous faire prendre du recul sur notre vie pour mieux analyser ce qu'on ressent et ce qu'on a vécu,
Ça nous aide aussi à mieux comprendre les créations des autres, et qu'on peut ainsi comprendre que chaque œuvre est avant tout l'expression d'une ou de plusieurs personnes qui avaient besoin de faire ce dont tout le monde a besoin, ce qui nous est intrinsèque et nécessaire, le besoin de communiquer, de se faire comprendre et accepter. Est-ce que vous avez un artiste préféré ? Ce n'est pas une question facile, souvent on a des œuvres préférées en fonction de l'art, un film préféré, une musique préférée, parfois même une toile préférée. Mais n'est-ce pas difficile de décrire le jeu vidéo comme une forme d'art représentant autant la vision de son auteur qu'un peintre ou un écrivain, où seul devant sa création, il est maître de tout ? C'est encore différent d'un film où le réalisateur a la main mise sur chaque plan, chaque expression, chaque décor. Dans un jeu vidéo, ça dépend évidemment de la production, mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à voir comment caractériser le jeu vidéo dans une forme artistique, dont il me semblait difficile d'y trouver une vision artistique cohérente et unique à une vision. Et le jeu qui m'a totalement fait changer d'avis, c'est Nier Automata. Ce jeu a une volonté presque arrogante de vouloir tout faire à sa manière, de parler et communiquer de choses dont le jeu vidéo ne permet habituellement pas de par son médium. Quand un studio de jeux vidéo, en dehors des studios indés, conçoivent un jeu, ils sont sous la pression du délai. Le jeu ne doit pas bugger, il doit avoir un gameplay attrayant, il ne faut pas que le joueur s'ennuie, il faut presque se soumettre aux investisseurs qui veulent simplement que le jeu rapporte de l'argent. Alors dans ce cas, c'est compliqué de se reposer sur une vision artistique et communicative pour faire un bon jeu. Et donc un jeu comme Nier Automata, qui fait passer sa narration et ses thèmes avant tout le reste, m'a totalement surpris, parce que ce n'est pas du tout comme ça que sont présentés les jeux. Nier Automata parle de philosophie de la même manière que Clair Obscur parle d'art. Et cette volonté vient avant tout de celui à l'origine des jeux Nier, Yoko Taro. Il a un rapport presque détaché à ses œuvres. Il dit vouloir simplement retranscrire le monde tel qu'il est, cruel et vicieux, sauf que les joueurs s'attachent à ce monde, à cet univers, à ces personnages, alors que lui n'a aucun scrupule à les faire souffrir car il sait qu'ils ne sont rien de plus qu'un moyen d'expression. Cette façon de narrer très froide et détachée peut vraiment paraître insensible, mais c'est pourtant bien une vision commune. Dans Clair Obscur, c'est exactement comme ça que fonctionne Aline et Renoir. À l'origine, créer une œuvre a un but entièrement personnel, et pourtant de cette vision subjective en découlent des influences sur les autres. Les peintres dans Clair Obscur sont une très bonne représentation des artistes comme Yoko Taro, qui utilisent leurs œuvres uniquement pour communiquer ou pour parler aux joueurs de leurs pensées, quand les joueurs, eux, s'attachent uniquement à l'œuvre en tant que telle. À l'origine, la création est personnelle. Elle communique des informations relatives à notre existence, et ce côté personnel qu'on met dans son œuvre va être réutilisé et détourné pour des valeurs qu'on ne suit pas forcément. Une fois de plus, Verso a peint une toile en y incorporant des choses personnelles, comme son chien Monoko ou sa poupée Esquier. Il a retranscrit la ville où il vit et a même donné son image aux statues de lumière. C'est personnel, et pourtant son œuvre a servi d'influence à Alicia et Aline pour se rattacher à cette œuvre. Elles se la sont appropriées. Et c'est malheureusement quelque chose d'assez commun pour Clair Obscur, notamment avec le RN qui avait tenté de faire de la récupération politique autour du jeu et de son succès. Ils utilisent l'œuvre pour arriver à leur fin. À l'international, il y a un exemple plus marquant. Chainsaw Man est une œuvre très personnelle à son auteur et qui communique des sentiments qui lui sont propres. Pourtant, ça n'a pas empêché l'actuel président de l'Argentine de se servir de l'image de la mascotte de Chainsaw Man, à savoir Pochita, pour faire sa promotion lors de sa campagne. En fait, s'essayer à l'art ou tout du moins créer pour communiquer, c'est rendre sa relation avec son œuvre publique. Mettre sa subjectivité dans une création, c'est se risquer à la voir être détournée à des fins qu'on n'imagine pas. L'intimité qu'on peut avoir avec sa création est une idée dont il faut comprendre qu'elle sera détournée et réutilisée. On retrouve une nouvelle idée assez négative, les artistes ont ce pouvoir d'influencer les autres quand leur objectif est à l'origine uniquement de communiquer et exprimer ce qu'ils ressentent. L'art est voué à être détourné et utilisé à autre chose que ce pourquoi il a été créé. Ce qui amène à une question, les artistes ont-ils une responsabilité à travers leurs œuvres ? Quand on parle ici de responsabilité, on parle évidemment de responsabilité morale. La morale étant plus ou moins subjective en fonction de la culture et de l'environnement dans lequel on vit, on peut se dire qu'un artiste n'a aucune responsabilité à avoir tant l'art est fait pour être partagé et traverser les frontières. La moralité d'une œuvre ne sera pas la même partout. Pourtant, quand on regarde les exemples cités plus tôt, difficile de dire que le traitement d'une œuvre par son public respecte toujours la volonté de son auteur. Clair Obscur nous évoque quelque chose de plus hors de contrôle. D'une création naît avant tout des sentiments, et le créateur de l'œuvre ne peut jamais prédire l'ampleur des émotions qui en ont découlé.
Quand Verso a peint le tableau, il ne s'attendait sûrement pas à ce que les habitants souffrent autant à cause de ses parents. Il n'imaginait pas toutes les histoires et tous les quotidiens de ceux qui peuplent le monde qu'il a créé. Et si on pousse la logique de ce point de vue, on voit Verso qui tente de créer un monde magnifique en se basant sur les choses qu'il aime, pour finir par avoir des personnages comme Ciel, qui tuent le bébé qu'elle portait sans faire exprès, en essayant de mettre fin à ses jours à cause du chagrin. En gros, Clair-Obscur nous dit que les conséquences d'une œuvre sont totalement imprévisibles, et qu'elles peuvent être aussi belles que désastreuses. Et que par principe, une création, à partir du moment où elle est partagée, a une responsabilité. Mais est-ce que cette responsabilité concerne aussi l'artiste ? Est-ce que Verso est responsable du chagrin de Ciel ? Non. Tout comme Fujimoto n'est pas responsable dans le résultat des élections présidentielles argentines. On ne peut pas nier que créer peut avoir des conséquences incontrôlables, et que c'est l'idée d'être à l'origine de ces conséquences qui a forcé les développeurs de Clair-Obscur à nous en parler. En partant de la vision et la volonté d'un artiste, il nous montre jusqu'où ça a pu aller et nous interroge en nous demandant comment, selon nous, on devrait réagir à une œuvre en sachant qu'elle est une création, mais en ayant conscience de son pouvoir. Avec tous ceux qui s'intéressent à ce tableau et qui décident de son sort, que ce soit Aline, Alicia, Renoir ou même encore le joueur, on peut se demander si ce tableau appartient réellement encore à Verso. Ou si, de par toutes les modifications qu'il a subies, n'appartiendrait-il pas à tous ceux qui ont influencé dessus ? À qui appartient réellement ce monde ? À Verso ? Alicia ? Nous ? Les développeurs ? Comment savoir si une œuvre appartient toujours à celui ou celle qui l'a créée, si elle a été modifiée par d'autres ? Clair-Obscur pose beaucoup de questions. Mais ce qui est bien, c'est que le jeu tente de nous donner de quoi répondre par nous-mêmes. Déjà, n'oublions pas que dans cet univers, les artistes sont surpuissants, que ce soit dans le tableau ou en dehors. Ils ont donc la capacité de modifier une œuvre et de la manier à leur guise. Mais ce qu'ils ne peuvent pas, c'est la retirer de la mémoire des autres. Comme nous le montre la fin de Verso, Alicia se remémore les gens qu'elle a rencontrés dans la création de Verso. Elle ne se remémore pas les accents ou les névrons, qui sont les créations de Cléa, elle se remémore ce que Verso a créé. On aura beau modifier une œuvre comme on le veut, s'il y a bien une chose qui va y rester, c'est l'âme de celui ou celle qui l'aura créée. Les scénaristes de Clair-Obscur nous disent que dans l'entreprise d'une création, l'artiste y laisse toujours une part de son âme, une part de lui, et personne d'autre que lui-même ne peut s'en détacher. C'est une vision presque un peu égoïste dont on nous fait part. L'œuvre, peu importe ce qu'elle crée, peu importe ses conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, peu importe ses modifications ou comment elle est détournée, elle restera à jamais la propriété de la personne qui l'aura créée. Et c'est assez ironique quand on sait à quel point l'art est fait pour être partagé. C'est presque un mot d'amour envers leur jeu que nous fait le studio Sandfall. Et même si le jeu reste la vision de ceux qui l'ont créé, le jeu vidéo n'échappe pas à son statut d'art, et donc de consommation. Et que nous, on apporte un jugement à ce qu'on consomme, et qu'on se sent légitime de commenter ce que les autres ont créé. D'une certaine façon, on se l'approprie, pour mieux mettre en avant ce qu'on a envie de communiquer. Que celui qui fait une vidéo sur le jeu ne vaut pas mieux qu'Aline et Renoir pour le tableau. L'art est une consommation, et je trouve dommage que Clair-Obscur n'ait pas creusé plus que ça à ce niveau-là. Même si ça n'enlève en rien ses qualités narratives, le jeu nous montre surtout le parti pris d'artistes qui nous disent que malgré ce que leurs créations peuvent devenir, malgré les critiques qu'elles risquaient de recevoir, ils aiment leur création d'un amour sincère et ça restera la leur à jamais. Sauf que de cet amour naît aussi une remise en question. L'amour n'est pas toujours signe de beau, et le jeu n'hésite pas à nous le montrer. J'aime particulièrement l'idée de montrer les conséquences néfastes que peut avoir un amour sincère. Habituellement, quand on en fait la démonstration, on voit un amour porté à quelqu'un d'autre. Comme dans The Last of Us, où pour empêcher Ellie de mourir, qui est le prix à payer pour sauver l'humanité, Joel tue littéralement tout le monde, y compris des médecins et celle qui a élevé Ellie. Et dans la partie 2, on découvre comment elle est tiraillée parce qu'il l'a sauvée car il l'aime, mais au prix de nombreux sacrifices. C'est un processus émotionnel qui marche très bien chez le spectateur, parce qu'il nous met face à des dilemmes moraux concernant deux personnes chez qui on peut s'identifier et comprendre leurs agissements. Alors que dans le cas de Clair-Obscur, cet amour est pour la création. Verso, lui, se questionne sur son œuvre. Son âme est fatiguée de peindre alors que ce monde se dénature totalement de ce qu'il a initialement créé. Mais il ne peut pas s'empêcher d'aimer sa création, parce qu'il s'est dédié à elle. Il s'interroge alors sur la légitimité d'aimer sa création alors qu'elle fait du mal à tellement de gens et qu'elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Maël lui propose donc de faire comme s'il ne s'était rien passé, et Verso lui propose de tout arrêter. L'artiste ici est véritablement prisonnier de cet espace. Entre le monde réel et la création, il ne vit que pour servir sa création. Il n'existe pas réellement. Tant son œuvre a été modifiée, tant il ne reste de son créateur qu'une partie de son âme, seul témoin de la déchéance de son monde, de son amour pour sa création. C'est un des risques des artistes, aimer sa création alors qu'elle fait du mal, alors qu'elle divise. Et c'est véritablement une crainte dont nous fait part ses créateurs. La peur d'être contraint d'aimer son œuvre, peu importe ce qu'elle devient.
L'expression « contraindre à aimer » est importante ici, parce qu'on sort du rôle de l'artiste pour parler de celui du parent. Aimer son enfant malgré ses fautes, ses erreurs ou ses crimes, c'est un thème très fort qu'on retrouve surtout au cinéma ou en littérature. Jusqu'où peut-on aimer son enfant en ayant connaissance de ce qu'il est sans remettre en question notre rôle là-dedans ? Et c'est vraiment bien trouvé pour Clair Obscur d'utiliser l'art et la création comme métaphore d'un thème qui date déjà de la mythologie grecque. Mais surtout, il nous amène à une dernière réflexion, un dernier élan de communication à l'égard du joueur, un dernier souffle qui nous interroge sur la réelle valeur de ce que l'on crée. Quand on va créer quelque chose, il va y avoir l'attente de son résultat et le résultat en question. Cependant, on va s'accorder à dire que la valeur de notre création s'arrête sur le résultat fini, sur ce à quoi elle ressemble une fois achevée. On peut y ajouter des éléments explicatifs ou conceptuels, en particulier en l'art moderne, mais dans le cœur de celui qui a créé son œuvre, il y aura aussi l'histoire de sa création, de l'ambition créative, du processus d'apprentissage et des émotions introduites dedans. La valeur de son œuvre est donc différente selon le spectateur et le créateur, mais pas seulement de par le fait que le créateur possède un point de vue supplémentaire sur son œuvre, mais aussi parce que c'est une part de lui. Un artiste aime son œuvre comme un parent aime son enfant, à la différence que la création d'une œuvre est entièrement personnelle et ne découle de rien d'autre que de son vécu. Concrètement, Clair Obscur tente de nous dire qu'une œuvre n'a aucune valeur dans le sens où sa valeur ne peut pas être quantifiée, et qu'y mettre une note revient à noter les sentiments d'une personne, que se prendre pour une justice aveugle en ignorant les conditions de développement pour y inculquer une note froide ou apporter son avis comme s'il allait changer ce que l'artiste avait ressenti, tout ça n'a concrètement aucun sens. Quand on note une œuvre, on juge sur des critères soi-disant objectifs, ou alors on l'utilise pour en mettre une autre en avant, ou même la descendre. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est se mettre en avant nous. Mais une œuvre est quelque chose qui fluctue. Elle peut être modifiée, ou alors son importance pour le public peut changer en fonction de beaucoup de facteurs. Et donc une œuvre n'a surtout pas besoin d'avoir une autre valeur. À la fin, quand on prend tout ça en compte, savoir laquelle des deux fins est la bonne paraît bien plus dérisoire. Quand on sait que le réel objectif du jeu est d'exprimer les sentiments et émotions de ceux qui ont travaillé dessus. Et que la réception de ceux qui consommeront cette expression, cette création, ne sera là que pour habiller l'œuvre sur une couche médiatique, uniquement pour que les états d'âme d'artistes soient partagés le plus loin possible. Miroir du temps, nos histoires s'alignent. Cette chaîne est marquée par un long silence. J'ai sorti une vidéo il y a de ça 1 an et demi, et qui à mon échelle a plutôt bien fonctionné. Mais surtout, elle a plu. Pour le travail que ça m'avait demandé, je suis vraiment content de sa réception. Mais après ça, plus rien. L'envie ne manquait pas, j'ai même écrit 2 vidéos après ça, dont une où j'ai passé une bonne centaine d'heures dessus. C'était une vidéo très personnelle où j'évoquais mes sentiments et état d'âme. Très inspirée de la vidéo Potentiel gâché de Riyad Bakash, une vidéo très intéressante qui m'a remis en question sur ma façon de m'exprimer. Et si je n'ai pas sorti cette vidéo, c'est parce qu'elle m'enfermait dans un état d'esprit dont je voulais me débarrasser. Et alors après ça, j'ai absolument cherché à créer quelque chose. J'étais obnubilé par cette phrase de Nietzsche, « Créer, voilà la grande délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend la vie légère. » Peu importe le pourquoi, peu importe le sens, je voulais créer quelque chose. Et c'est à ce moment que j'ai joué à Clair Obscur. Je n'avais pas beaucoup d'attentes envers le jeu, tant j'étais réticent aux critiques plus qu'élogieuses, et pourtant me voilà à en parler. Clair Obscur Expédition 33 a réveillé en moi cet amour de l'art que j'avais oublié dans mon obsession créative. Il m'a rappelé que l'art fonctionne surtout quand il est là pour s'exprimer et non pas combler un vide. C'est un jeu qui a beaucoup à raconter, et je n'ai ici parlé que des thèmes qui semblent plus ressortir, mais ce ne sont pas des thèmes légers. Quand on voit le jeu sous un prisme social et qu'on y décèle le rejet du système politique dans lequel on vit, on voit des artistes accablés par la division que provoque notre système, et surtout le rôle de la création comme influence au sein de cette division, mais aussi comme moyen de faire comprendre qu'il existe d'autres voies. Qu'à travers l'art, on peut véhiculer des messages, des ambitions, des idées, que bien que certains propagent à ce monde uniquement ce qu'ils estiment important dans le cadre de leur vie, pour ce qui est des artistes, avec un moyen d'expression clair, on nous montre que se comprendre soi-même ou les autres se fait en partie à travers la création. Mais que notre art, lui, peu importe sa forme, est issu d'une expérience personnelle et que rien ni personne ne pourra entacher le travail fourni. Peu importe à quel point la création se retrouve dénaturée.
L'âme qu'on y a mis n'aura de cesse d'exister qu'à partir du moment où on l'aura décidé. Clair-Obscur nous fait une véritable lettre d'amour à l'art, à ce qu'il considère comme la plus grande création de l'humanité. Que créer apporte le sentiment d'être puissant, de pouvoir faire changer les choses, mais aussi soi-même. Se retrouver happé par un livre, un film, un jeu, un poème ou toute autre forme d'art est souvent ce qui nous pousse à penser plus loin. Et l'association de créations diverses est sans aucun doute ce qui m'a permis d'écrire cette vidéo et de la poster. D'agir. De changer un statu quo qui est devenu impossible pour moi de tenir. J'ai eu besoin d'un déclic que Clair-Obscur m'a permis d'avoir. Que l'art et la création m'ont permis d'avoir. Clair-Obscur est un bon jeu, mais c'est surtout une œuvre exceptionnelle qui peut toucher n'importe qui et nous faire comprendre de par le simple fait d'exister que nous sommes tellement, que nous représentons tellement, et que jamais autre chose que l'art ne pourra nous le faire comprendre aussi bien. Que nous sommes capables d'entreprendre ce qu'il y a de mieux, que nous ne sommes pas démunis ni sans capacité, une fois mis face à nos lendemains encore non écrits.